Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Mon invité est un entrepreneur un peu particulier parce qu'il représente presque exactement l'opposé de ce que notre époque met habituellement en lumière. Il y a 26 ans, alors qu'il était étudiant à Sciences Po Ex, Franck Bonfils vend des cacahuètes grillées sur le cours Mirabeau. Et 26 ans plus tard, il dirige le groupe Un Air d'ici, qui réalise près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, notamment avec les marques YouNuts et GoNuts. Et entre les deux, pas de levée de fonds qui fait la une des médias, pas de buzz spectaculaire, pas de personal branding omniprésent, de storytelling savamment orchestré. Juste une construction patiente, méthodique et manifestement très solide. Alors moi, j'avais envie de comprendre, parce que ça me fascine. Comment est-ce qu'on passe de vendeur de cacahuètes à dirigeant d'un groupe de cette taille ? Qu'est-ce qui résiste au temps quand les modes passent, que les crises s'enchaînent et que tout semble pousser à l'accélération ? Faut-il être connu pour réussir ? Est-ce que la qualité d'un produit finit-elle réellement par faire la différence ? Et qu'apprend-on après 26 ans passés à bâtir, à développer et à faire grandir une entreprise ? Bonjour Franck. Bonjour. Je suis très contente qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que tu fais partie des dirigeants qui, moi, me fascinent. Parce que je trouve qu'on est dans un monde qui, finalement, célèbre les entreprises qui vont vite, qui font la une des journaux, des gros buzz. On parlait, lors de notre premier échange, de toutes ces marques lancées par des influenceurs. Enfin, il y a un sujet de notoriété, etc. Et en fait, toi, tu as construit quelque chose qui dure depuis 25 ans, de manière, je trouve, différente. C'est vraiment, entre guillemets, dans ton coin, sans faire de vagues, mais quelque chose de très solide. Et moi, j'aimerais comprendre un peu tout ça. Je voulais d'abord savoir, quand tu vendais des cacahuètes cours Mirabeau, qu'est-ce que tu cherchais, toi, à ce moment-là ? Ça s'est fait parce que tu avais besoin de sous, parce que tu avais envie d'aventure, parce que tu avais déjà envie d'entreprendre ? C'était quoi ? Alors, c'était très très simple. Quand j'ai commencé, c'était simplement pour payer mon loyer. Ok. On va pas aller chercher plus loin, mais c'était quoi qu'il en soit, ce qui fait écho quand même. C'est n'oublions jamais que toute organisation dans le monde, entreprise, grosse entreprise, très grosse entreprise, toute organisation non gouvernementale ou gouvernementale est née de la volonté d'une femme, d'un homme, d'un groupe d'individus de faire différemment. Et à un moment d'avoir le courage ou la prise de risque de le faire. Je crois que la définition de l'entrepreneuriat, c'est celle-là. Et c'est ce que je me répète tous les matins et c'est ce que je répète aussi à tous les collaborateurs qu'on a, c'est n'oubliez jamais qu'une entreprise, toute entreprise, ça n'est pas une organisation nébuleuse. On perd souvent le sens parce qu'on perd ça. Et pour avoir traversé ces étapes-là, parce que quand tu le rappelais, quand tu commences à 3 dans la cuisine de tes parents et que tu as aujourd'hui près de 400 collaborateurs directs ou indirects avec qui que tu dois emmener avec toi et que tu dois embarquer dans un projet, il faut sans cesse rappeler ce sens-là, cette volonté de faire différemment. Donc peut-être qu'il y a presque 30 ans maintenant, je voulais faire différemment et puis surtout gagner ma vie et arriver à payer mon loyer. Donc, tu ne te rendais pas vraiment compte que tu voulais faire différemment. Ce qui t'a drivé, ce n'était pas ça, mais derrière, tu t'as construit progressivement en imaginant les choses justement autrement. Enfin, oui. Comment t'es passé justement du moment où tu vends ça, tu vends tes cacahuètes ou tes chouchous, je ne sais pas exactement, peut-être le soir, le week-end, en parallèle de tes études, au moment où tu t'es dit que là, ça devenait une vraie boîte ? Alors, il y a eu des étapes intermédiaires. J'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme. Je trouve qu'on expérimente dans la vie souvent, c'est par le vide qu'on expérimente le plein. Et j'ai d'abord vécu ce qui ne me plaisait pas.
J'ai travaillé un petit peu dans une banque. Après, j'ai rapidement vu que j'avais envie de faire différemment, donc j'ai créé une première entreprise qui faisait du conditionnement à façon. C'est un truc un peu compliqué, mais qui est à mi-chemin entre la logistique, le packaging, etc. Un métier assez dur et qui me comblait pas vraiment. Moi, mon envie, c'était de créer. Mm. Bon. Et finalement, pour faire simple, je packageais ou j'emballais des produits pour d'autres dans la région. Et je me disais, waouh, ça doit être quand même une sacrée fierté de voir des consommateurs à un moment mettre dans leur caddie un produit qui n'existait pas avant, qui est né dans l'imaginaire de quelqu'un, avec une marque. Et donc, si tu veux, par ricochet, tu as un effet de confiance. Ah ouais, c'est quand même génial de te dire que tu as un consommateur que tu ne connais pas, qui a suffisamment confiance en tes produits et donc en toi, pour les mettre dans son caddie, pour payer pour ça. Mm. Bon. Et ça, je trouvais ça fascinant. Et c'est toujours ce qui m'anime. Je vais souvent dans les magasins et je regarde, presque je pourrais dire, je contemple le consommateur en train de se servir de nos produits parce que j'ai toujours, ça fait toujours écho à quelque chose de très fort qui est la confiance, la qualité, la transparence, etc. Donc, c'est toujours facile toujours beaucoup plus facile de raconter l'histoire avec un œil dans le rétroviseur, mais néanmoins, tu sais, tu sèmes des bases solides dès le départ, et sans le savoir, j'ai semé des bases solides dès le départ, qui étaient celles alors des cacahuètes à l'époque, hein, mais les cacahuètes, c'était les fruits secs. Et donc les fruits secs, c'était un sous-jacent assez solide, et puis on en parlera, hein. J'ai écouté ton introduction sur ce temps long. Donc des bases solides autour du produit, et puis une deuxième base solide, c'était cette présence en magasin. Alors, pas que pour admirer des consommateurs en train de remplir leur caddie, mais surtout pour que mes produits soient bien en rayon. Et ce qui a fait la différence au tout début, c'est justement, quand j'ai créé l'entreprise, on y reviendra, mais c'est d'accompagner mes produits par de l'humain et par une vraie présence humaine et par tisser une relation forte avec le consommateur. Et, et je fais une petite aparté sur ce que tu as dit dans ton introduction, qui est c'est extrêmement important. Il y a un ouvrage qui résume parfaitement ce que j'ai vécu, ce que je vis, ou en tous les cas ce que j'essaie de transmettre, et notamment ce que j'essaie de transmettre autour de moi et en premier à ma fille. C'est Jean Giono, une nouvelle qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres, et qui raconte qu'en fait, chaque petit geste du quotidien, répété, avec passion et avec détermination, peut changer le monde. Là, en l'occurrence, dans la région, parce que je suis très attaché à ma Provence natale, j'ai eu la chance de créer de la valeur ici, hein, de construire cette usine à Carpentras qu'on vient de visiter. Et donc, je me dis que depuis 26 ans, je me suis attelé à planter des petites graines qui ont fait ce qu'est YouNuts aujourd'hui. Et la plus grande fierté, c'est celle-là, c'est de te dire que tu contemples. Moi, chaque matin, je m'émerveille en voyant cette usine, mais je m'émerveille surtout de ce qui ne se voit pas. L'usine, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on a construit, c'est matériel tout ça. Ce qui ne se voit pas, c'est toute l'énergie qu'il a fallu, c'est tout l'engagement des femmes et des hommes, c'est les 150 emplois qui ont été créés en local, participer à la création de valeur ici à Carpentras, là où je suis né. Je pense que ça, c'est vraiment une fierté immense chaque matin, et c'est ce qui me donne toujours le sens et la mission de ce qu'on fait. Tu arrives à garder ça au quotidien, parce que dans ton quotidien de chef d'entreprise, on se fait quand même vite happer par justement les sujets peut-être de strates, de personnel. Tu réussis à reprendre cette hauteur? Alors, est-ce que tu le fais dans des moments... Tu as des vélos derrière toi, là. Est-ce que tu le fais dans des moments où tu sors justement du bureau, où tu arrives à prendre cette hauteur? J'ai eu la chance de toujours conserver la même qualité de vie et le même équilibre de vie. Tu sais, c'est un peu comme une balançoire.
Dans la vie, tu vas à droite, à gauche, tu te maries, tu divorces, tu crées une entreprise, ça marche moins bien. Et puis, tu vois, tu as des va-et-vient incessants dans la vie. C'est un mouvement permanent, la vie, hein. Mais néanmoins, je crois que pour garder de la cohérence dans ce mouvement permanent, euh, et dans ce déséquilibre, finalement, parce que tu peux considérer qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre, mais Bah, il est en perpétuelle évolution, en voilà, fait. mais un Ouais. déséquilibre Ouais. perpétuel que tu corriges en permanence. Je crois qu'il faut un point d'attache. Tu vois, si tu prends cette balançoire, une balançoire, elle ne peut pivoter, elle ne peut aller que à droite et à gauche, en haut, en bas, que si elle a un point de pivot, un attachement. Si elle se détache, tu te satellises. Et je crois que ce qui m'a empêché de me satelliser, ou en tous les cas de partir vraiment dans tous les sens, c'est ce point d'ancrage. Point d'ancrage, c'est ma région. Je suis amoureux de ma région. J'ai eu la chance de créer l'entreprise et de réussir à rester ici. Deux, le sport et cet équilibre que j'ai. Et puis après, évidemment, la famille, les amis, etc. Mais j'ai cette hygiène de vie qui est tournée autour de mon équilibre, de mon équilibre personnel. Et puis évidemment, quand tu vends des produits dont le claim est c'est bon et c'est très bon, bah, tu te l'appliques à toi-même. Et je crois que j'ai commencé par ça. Et si j'ai fait des fruits secs, c'est pas par hasard, c'est parce que je considère que la première manière d'aller bien, c'est de mettre les bonnes choses dans ton assiette. Et j'ai été élevé comme ça, et donc j'essaie de perpétuer ça, et puis d'avoir voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie qui me permet de faire face à effectivement tout ce stress qu'on peut avoir. Et c'est peut-être parce que je trouve que c'est assez difficile de garder cet équilibre dans tous ces moments de vie d'entrepreneur. Il y a des moments d'accélération, il y a évidemment des moments de stress, des moments de prise de risque, des moments où tout peut basculer, où il faut rattraper un peu les choses. Est-ce que c'est ça que permet finalement ce temps long versus la vitesse? C'est de garder les pieds bien ancrés, de garder cet équilibre de vie, de toujours garder le temps d'aller faire du vélo ou autre. Euh, Est-ce que toi, tu as eu des moments quand même d'accélération? Enfin, rassure-moi, il y a eu des moments où c'était un petit peu, justement, il y a le point de déséquilibre ou pas? Je dis Ce toujours que je te qu'on souhaite pas, peut... hein, mais je trouve ça Ah, fou. mais... Enfin, tu vois, moi, c'est ce qui me fascine d'ailleurs Mm. dans ton histoire, hein, c'est de me dire, en fait, tout à l'heure, tu me racontais les différentes étapes avant d'arriver au lieu dans lequel nous sommes là, qui est, tu me disais, 10 000 c'est 10 000 mètres carrés, je peux te dire une Oui. bêtise, avec une usine incroyable, etc. Et je me dis que finalement, dans toutes ces étapes, tu me les racontais de manière même très posée dans ta façon de me les présenter. Et, et moi, j'ai personnellement, tu vois, passé quelques années à Paris avec des startups dans cet univers où, en fait, il y a un peu la course à la levée de fonds que je trouve assez contre-productive même pour l'entreprise, hein. Mais je trouve que c'est difficile de s'extraire de ça et de tracer sa route en faisant fi de tout le reste, tu vois. Et enfin, moi, ça m'inspire beaucoup. Du coup, Ouais. Écoute, il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. La première, et je fais souvent ce clin d'œil-là, c'est que moi, j'ai été élevé dans un monde où pour lever de l'argent, pour qu'on te prête de l'argent, il fallait deux choses. Il fallait, un, que le banquier ait la certitude que tu puisses le rembourser. Deux, qu'il voit que tu sais gagner de l'argent. Donc, il a fallu que dès le premier jour, j'arrive à prouver que mon modèle, hein, il fonctionnait bien. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, et notamment celui de ne pas se payer, voilà, mes parents ne se payaient pas, etc. Bon. Parce que tu as bossé avec tes parents au début. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. On a créé l'entreprise tous les trois. Et c'est ce qui a fait son succès. Et je le dirai un peu plus loin, c'est mes parents. Sans eux, je n'en serais pas là. Avec eux, je n'en serais pas là non plus. Et on reviendra sur le sujet. Et c'est donc c'est tout ça. Enfin, tout ça pour dire que premier point, c'est qu'effectivement le modèle startup des levées de fonds, moi je l'ai pas vraiment connu parce que j'ai évolué dans un monde où voilà, bon sens paysan, tu vois, bah, j'allais à la banque et j'empruntais de l'argent pour financer des capacités de production ou du stock ou plein d'autres choses qui, en tous les cas, devaient générer du revenu immédiatement pour pouvoir rembourser les capitaux. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu différent où tu peux lever des millions en expliquant que tu vas en perdre pendant des années et que potentiellement, au bout de quelques années, en revanche, tout le monde va devenir millionnaire parce que ton modèle sera tellement apprécié que ça va Ta base cartonner. client Bon, aura beaucoup de voilà, valeur. Ouais. exactement. Voilà. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si tu veux, tu vois, on parle de temps long, on parle de 26 ans,
mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces 26 ans, j'ai eu 1000 vies. Déjà, tu te dis que j'ai commencé ma carrière en faisant des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique lourd. Ouais. Tu vois, mes cacahuètes, je les faisais frire parce que je les trouvais pas assez grasses. Mm. Je les salais, Mm. puis ensuite je les conditionnais dans des gros pots en plastique qui pesaient presque plus lourd que les cacahuètes. Donc c'est assez marrant. Mm. Tu dis, T'as un peu ok, évolué là-dessus. il a fallu, voilà, tu dis, tu changes. Mais c'est là que tu t'aperçois que pour traverser le temps, ce temps long là, il faut que ton sous-jacent soit suffisamment solide. Pas un truc à la mode, Mm. tu vois. Pas un truc hyper tech, machin. Aujourd'hui, c'est notre débat, mais tu as l'impression que pour gagner de l'argent, il faut faire des métiers que personne ne comprend. Hyper innovant. Mais c'était une autre Voilà. de mes questions, c'est que tu dis, tu voyais justement ces marques proposer des produits nouveaux et créer de la confiance. Là, c'est pas un produit nouveau que Non. tu as proposé. Et donc, pour continuer, il faut que ton sous-jacent soit très fort. Et le fruit sec, à la fin, tu t'aperçois que c'est une alternative végétale, que c'est un produit qui a plein de valeurs nutritionnelles, qui se conserve facilement, que tu peux, enfin, qui a vraiment beaucoup d'attributs. En revanche, le problème, c'est qu'on le dénature. Tu vois, les cacahuètes, tu mets beaucoup de sel, tu mets du gras, tes noix de chauffes. cajou, tu vas les enrober avec plein de produits chimiques, etc. Bon, bah, c'est idiot. C'est produit naturel en lui-même. Lui, il peut traverser le temps. Il s'inscrit dans le temps, dans le temps long. Et là où je te dis qu'il y a eu 1000 vies, c'est qu'il y a des épisodes quand même. Hein. Nous, de 2000 à 2000, on va dire, à 2010, on était aux alentours de 5 millions de chiffre d'affaires et puis on était un peu moins de 20 personnes. Mm. Et puis 2010-2014, on a commencé à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire avec le vrac, avec un très fort engagement sur le sans emballage, sur la réduction du gaspillage alimentaire. C'est quoi qui fait que tu passes à cette vitesse supérieure, justement? C'est tout simplement en fait, la logique du temps long et la logique de mettre du sens à ce que tu fais. Tu vois, je te parlais des cacahuètes et des amandes, et c'est toujours cet exemple que je donne. Tu vas moins les faire frire, tu vas dire, OK, je peux les faire griller. Et puis à la fin, est-ce que c'est la peine de les saler? Maintenant, tu vas enlever le sel, tu vas enlever le gras. Et au fur et à mesure, tu vas pousser le curseur en disant, bah, je peux faire du bio. En fait, c'est idiot. Remettre des intrants dans la terre, etc. Donc, donc, tu fais du bio. Après, tu dis, est-ce que ça a du sens de conditionner des produits bio dans des emballages en plastique qui polluent par ailleurs? Ben non. Puis après, tu dis, tiens, c'est quand même idiot. Tu regardes un peu, tu commences à t'intéresser à tous ces sujets-là, des sujets de responsabilité sociétale, et tu te rends compte que chaque année, on jette un tiers de ce que la terre produit. Ah, ouais. Et que dans ce tiers, tu as 50% qui sont liés au gaspillage alimentaire après achat. En gros, tu dépenses de l'argent pour le mettre à ta poubelle. Ouais. Voilà, tu en achètes trop. Ouais. Et donc, tu vois, je me dis, ouais, le vrac, c'est quand même pas mal. Donc, on supprime l'emballage, et tu pousses le curseur. Et là, grosse accélération, parce qu'en même temps, il y a eu une prise de conscience, si tu veux, un peu massive. Et avant le Covid, le sujet des emballages, de la pollution plastique dans les océans, etc., était vraiment prédominant, encore plus que ce qu'il est aujourd'hui, malheureusement. Et donc, le vrac se développe. Et le vrac repose à la fin sur une vraie présence humaine en magasin. Et tu vois un peu la boucle est bouclée, c'est quand je te racontais qu'au début, j'ai voulu aller, moi, personnellement, physiquement, remplir les rayons des supermarchés, et donc dire que mon modèle ne fonctionnera que s'il est accompagné de femmes et d'hommes qui sont dans les magasins en train de remplir et en train de tisser une relation avec les chefs de rayon, avec les directeurs de magasins. Eh bien, c'est ce qui a fait le succès du vrac, parce que le vrac, il est indissociable de ce service-là. Et donc, comme on avait ce service déjà en magasin, là, on a eu une phase d'hypercroissance qui a été la plus difficile à gérer dans l'entreprise. Parce que vous avez pris cette place rapidement, voilà. En fait. Okay. Et là, je suis allé voir, je me souviens, une banque en disant, voilà, je voudrais 50 000 € pour investir pour fabriquer des meubles. Tu vois, ces meubles que tu vois dans les magasins, c'est espèce de, on appelle ça des trémies, mais c'est, tu sais, avec des poignées où tu te serres en vrac. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place ces meubles-là, d'en être propriétaire. Ah, c'est pas les magasins qui les mettent en place? Non, en fait, les magasins, quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, votre truc, ça marchera jamais. Okay. C'est pas possible, ça va être trop compliqué et tout. J'ai dit, OK. Mais en fait, vous avez des problèmes de gestion. Donc, si je gère tout, vous me laissez 1,50 m et je vais venir installer mes meubles. Je vais venir les remplir, je vais venir les nettoyer, etc. Là, gérer l'assortiment, etc. Ils m'ont dit, oh, dans ce cas-là, pourquoi pas? Et on a essayé, on a fait un magasin, 2, 3. Et c'est rentable de passer autant de temps?
Ah mais oui, c'est rentable. Disons qu'on a trouvé un modèle, nous Ouais, on y était déjà dans les ouais, magasins, et ça l'était avec nos fruits secs à l'époque. ouais. Et donc tu changes de packaging. Mm, C'est-à-dire que tu l'enlèves, ton packaging devient absent. mm. Et du coup, ce modèle repose sur la capacité qu'on avait d'être présent en magasin. Et là, explosion de la demande. En très peu de temps, tous les magasins nous disent on veut faire Il du faut vrac, ça. on veut faire du vrac. Et je me souviens aller à la banque, j'allais presque aller tous les 15 jours à la banque en disant j'ai besoin de 100 000 euros, j'ai besoin de 100 000 euros, j'ai besoin de 100 000 euros. Tout ça nous a mené à 16 millions. Ah ouais. 16 millions pour l'usine et 20 millions presque de meubles en investissement. Et, 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 et si tu veux, tu peux mourir de la croissance. Parce que forcément, ton BFR Mm, augmente. mm. Voilà. Donc tu dois financer des stocks, tu dois financer des meubles, tu dois on gérait, mais c'était un truc de fou, hein, on gérait des listes d'attente de magasins. Ah ouais. Style, tu vois, presque, t'as la queue sur le trottoir pour aller acheter la dernière Et paire de pas de sneakers. concurrence à ce moment-là. Enfin, pas capable, en tout cas, de déployer si rapidement, Non, quoi. voilà, en Ouais, fait, c'est c'est ça. c'est les grands groupes, les potentiels concurrents. Ouais. Personne n'a eu j'allais dire, cet engagement, tu vois, Ouais. cet engagement humain sur le terrain Mm. pour pouvoir déployer Ouais. aussi rapidement. Et quand tu fais la conjonction de deux facteurs, c'est tu as des bons produits dans ces trémies, naturels, sains, qui correspondent pardon, à une vraie tendance de consommation vers plus de naturalité. Hein. Mm. Aujourd'hui, tu vois, on se replace dans le schéma d'il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, je m'étais dit, je pense que la consommation du futur, ça sera plutôt moins que plus, quoi. Et plutôt mieux que plus. Mm. Et c'est ce qui se passe, hein. Aujourd'hui, tu embauches quelqu'un en recherche et développement sur les produits. Tu lui expliques, bon, tu vas m'enlever dans les grosses Tu veux boîtes, du pur, c'est, quoi. je veux, voilà, alors enlève-moi les colorants, enlève-moi les conservateurs, enlève-moi les trucs. Il y a 20 ans de ça, c'était mets-moi des exhausteurs de goût, mets-moi de la Ouais. couleur pour que ça vende, T'as etc. un peu de vitesse quand même là-dessus parce que tu as une grosse tendance et puis en parallèle, je trouve que certains remplacent leur repas par des shakers et des produits complètement qui certes ont nutritionnellement peut-être tout ce dont ils ont besoin dedans, mais qui sont pas du tout purs, quoi. Oui, mais Ce que là, je valide pas c'est... du tout, tu vois, mais Oui, je trouve oui, qu'il y a bien sûr. vraiment, il y a un peu de vitesse quand même, non? Tu sais, il y a deux vitesses et tu rejoins le paradoxe même de la vie, hein. Ouais, ouais. C'est de se dire que on veut tous, euh, on veut tous le meilleur des deux mondes. Mm. Et à la fin, quand tu regardes aujourd'hui, là, quand tu interroges les Français et les consommateurs, ils veulent du bio, ils Mm. veulent du sain, ils veulent du local, et puis ils veulent du prix, et ils Mm. veulent de la gourmandise, etc. Et à la fin, quand tu regardes le top des meilleures ventes des produits en supermarché, tu as quoi? Tu as du plastique, Ouais. l'eau, ah, les packs d'eau, c'est ce Mm. qu'ils vendent le plus. Tu as du sucre, ah, une marque rouge de soda voilà, qui est la plus vendue. Tu as du gras, Mm. une marque marron de pâte à tartiner qui est la Ouais. plus vendue. Ouais. Voilà. Mm. Et tu as de l'alcool, une marque jaune d'apéritif qu'on consomme dans le sud. Tu vois, mais la vérité de la consommation, elle est là. Ouais. Et, et en même temps, la parole, Mm. elle est complètement à l'opposé de ça. C'est, tu vois, et pareil, c'est, je veux être hyper fit pour cet été. Ouais, par contre, c'est quoi la salle de sport? C'est pas mon truc. C'est, Ouais. tu sais, je préfère aller faire l'apéro et les copines. Tu n'es pas dans ce cas, j'imagine. Mm. Mais bref, donc il y a ce paradoxe-là, mais néanmoins, il y a quand Le même côté terrien joue beaucoup, hein, tu une. sais. Moi, j'ai des Ouais, grands-parents agriculteurs, hein, donc voilà, tu vois, bon, tu restes quand même c'est ça. très lié à deux, trois fondamentaux, je pense. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est assez marrant parce que essayer de ne pas suivre les tendances, si tu veux, Mm. il y a le paradoxe aujourd'hui, il est criant Mm. parce qu'évidemment, j'imagine qu'on en parlera un peu, mais tu as les tendances de consommation aujourd'hui qui sont à l'image des réseaux sociaux. Mm. C'est je perce, je buzz, mais derrière je Bah, scrolle. on s'en était un peu parlé Voilà. quand on a échangé avant cette conversation de toutes ces marques en fait qui se lancent. Alors ça rejoint plusieurs sujets d'ailleurs, parce que tu parlais de la croissance qui est difficile à gérer. Toi, tu l'as fait Mm. sur un temps long, mais tu as vécu ces moments quand même d'hyper-croissance qui sont en fait qu'on souhaite et en même temps qu'il faut savoir gérer, parce que sinon en Mm. fait on se casse la gueule quand même. Mais ces marques lancées par des influx qui ont des grosses communautés et qui en fait vont répondre
pas au besoin, mais à la demande, en fait, de manière très, je sais pas si c'est simple, parce que je veux pas que ce soit réducteur non plus, mais en fait, qui ont compris quelles étaient les attentes de leur communauté et qui vont balancer le produit avec ou sans conscience, ça, je sais pas, qui font quand même, qui explosent, qui prennent est-ce qu'ils prennent beaucoup de place sur le marché aujourd'hui? Alors, ils prennent beaucoup de place dans la communication. Ouais. Tu as des succès, de marché. Et ce sujet, il est hyper intéressant, il est vaste. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour les influenceurs parce que je considère que c'est un métier. Créer une communauté, c'est pas simple. Non, ouais. Nous, les premiers, quand tu as une marque, aujourd'hui, le média d'une communauté, il est hyper large. La manière de communiquer, elle est complètement différente. Hier, une marque prenait la parole. Hier, tu avais une marque qui faisait un spot télé et elle racontait ce qu'elle avait envie que les gens retiennent. Là, le consommateur prend la parole. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la marque qui écoute les consos. C'est la marque qui écoute la communauté. Et dit, ouais, ok. Et c'est là que ça devient hyper. En plus, c'est hyper intéressant. Sociologiquement, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes là-dedans. C'est de te dire, ok, comment tu arrives à essayer de contrôler ce que dit une majorité sans avoir le pouvoir d'imposer ton message tu vois, puis toi, avec la volonté quand même de proposer du bon et du sain, quand potentiellement, parce que tu crois à ça et que tu as envie de faire du bien aux gens et pas de leur vendre de la merde, quoi. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est pour moi, là, si on se met dans un temps long encore, tu vois, à l'image d'un air d'ici, de ce qu'on a construit, je me dis que sur le temps long, il y a quelque chose qui va ressortir, c'est la sincérité de tout ça. Parce que le consommateur, avec tout ça, il est de plus en plus informé, il est de plus en plus éduqué, il a de plus en plus de transparence et d'accès à tout ça. Et donc, il va falloir des sous-jacents, des fondamentaux qui soient hyper forts. Et que si tu n'es pas sincère, c'est-à-dire si tu proposes un énième produit, le même que les autres, mais juste parce que ton nom il est collé dessus, tu vas essayer de fonctionner. Sur le temps long, ça ne fonctionnera pas. Il y a plusieurs points là-dedans. Le premier, il est très technique. C'est que on parle de temps beaucoup là depuis le début de cette conversation, et je trouve ça très intéressant de le comparer, ce temps. Il remet en perspective donc ces nouveaux, on va dire ces nouveaux influenceurs, ou en tous les cas ces nouveaux produits portés par des gens qui ont créé des communautés, sont assez intéressants parce qu'ils remettent en perspective et ils challengent énormément les distributeurs. Moi, pour schématiser, quand tu négocies avec la grande distribution, au mois de mai-juin, là on est en plein dedans, au mois de mai-juin, tu vas faire ce qu'on appelle des revues d'innovation, où tu vas proposer aux distributeurs, voilà, l'année prochaine, tiens, on va sortir ce goût-là, on va sortir une noix de cajou aux épices tandoori, on va sortir une noix de cajou au curry, on va sortir, etc. Okay, une pâte à tartiner, pistache, etc. Bon. Et là, les équipes marketing des grands distributeurs disent, ah tiens, ouais, ok, pas mal, on aimerait bien l'avoir à l'assortiment l'année prochaine. Là, tu passes à la moulinette des achats. C'est-à-dire, tu passes à la moulinette de la négociation qui se tient en France. Tu as une date butoir qui est au 28 février. Donc, la négociation dure grosso modo de novembre à février. Ça te mène en février 2027. Okay, en février 2027, tu trouves un accord, par chance. Là, bah, c'est bien, ok. Donc, tu vas faire en sorte que les magasins soient armés, ce qu'on appelle armés. Donc, il va falloir livrer des entrepôts pour ensuite que ça arrive à la fin dans les magasins. Donc, il se sera passé quasiment un an entre le moment où tu auras proposé ton innovation et le moment où elle sera en magasin. Alors qu'en parallèle... Tu as tout compris. Je te laisse finir la phrase, mais effectivement, alors qu'en parallèle, l'influenceur aura lancé le produit qui lui plaît en ce moment, que tout le monde voudra s'arracher le lendemain matin en rayon. Attends, et les distributeurs les intègrent en rayon. Et les distributeurs essaient de les intégrer en rayon, mais sont totalement dépassés. Voilà. On l'a vu, on l'a vécu là, sur le premier coup, sur le kombucha, en fait, le truc a été dépassé. Là où je dis, il faut repositionner un peu le débat. Donc, il y a le sujet du temps, évidemment. Il y a le sujet... La question à se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est l'audience qui fait le produit ou est-ce que c'est le produit qui fait l'audience? Manifestement, on voit très bien qu'on est dans un moment où c'est l'audience qui peut faire le produit, et je mets des pincettes, parce que sur du temps long, une fois de plus, il faut que le consommateur s'y retrouve. Et il faut pas ternir le tableau en se disant
tu vois, c'est les industriels d'un ancien monde qui s'opposent aux influenceurs d'un nouveau monde. Non, il y a une évolution du mode de consommation. Il y a un fait indéniable, c'est qu'aujourd'hui, les communautés sont tellement grandes que tu ne peux pas te passer de ça pour vendre. Tu t'imagines que si tu prends les 5 plus gros influenceurs en France, ils représentent 60 millions d'abonnés. 60 millions d'abonnés. Oh, c'est Bah ouais. presque la population française. Donc là, la vraie question, c'est de se dire que lorsque tu as 60 millions d'abonnés, c'est quoi ta responsabilité? C'est quoi ta responsabilité? Est-ce que, et tu le disais, tu l'évoquais, est-ce que c'est d'aller vendre des produits que les gens ont l'habitude d'acheter, d'accord? Ou d'essayer de faire évoluer les modes de consommation? Et c'est là Ça qu'en dépend fait, ce qui te drive en fait. C'est-à-dire que si tu es drivé par voilà. le souhait de bien faire, Hmm. d'apporter quelque chose au monde réellement, tu Ouais. n'agiras pas de la même manière que l'envie de, entre guillemets, faire un coup, d'avoir une notoriété très forte très rapidement. Oui, mais tu te dis que tu pourrais exploiter ça. Enfin, Bah oui, je bien vais sûr. schématiser parce que je prends souvent cet exemple. Donc là, en ce moment, si si on schématise, les produits lancés par les influenceurs que l'on retrouve dans les rayons des grandes distributions, c'est une promesse d'avoir des protéines. En échange de quoi? Tu as 22 ingrédients Ouais. dans une barre dans une barre de céréales, si tu veux. Là où dans une poignée d'amandes ou dans un beurre de cacahuète avec un seul ingrédient, tu as 25% de protéines. Mm. Voilà. Deux, tu as Question des... d'éducation aussi. Ouais, question d'éducation. Ouais. Deux, des boissons énergétiques. Mm. Voilà, Pleine de sucre. pleines de sucre ou avec du sucre. Et trois, des chips, donc des produits gras, salés, goût couscous merguez. Mm. Bon, non mais vérité en plus. Ouais, ouais. Donc, et une fois de plus, donc en fait, on sert aux gens quoi? Bah, du gras, du sucre, c'est ce que je te disais au début. Mais en fait, ça fait écho avec les meilleurs produits vendus. Donc tu te dis que pour le moment, on peut pas, on n'est pas Ouais. certain quand même que le driver des influenceurs, ça soit d'essayer de changer la société de consommation. C'est plutôt, pour le moment, essayer de vendre ce que les gens achètent. Du gras, du sucre, du sel et bon. Donc, mais si tu pousses le bouchon, si tu pousses le bouchon pardon, plus loin, moi, il y a deux, trois. Tu vois, j'ai des marques inspirantes, par exemple Pink Lady, Mhm. une marque de pommes. Ouais. Voilà. Va imaginer une marque dans les pommes. Mm. C'est canon. C'est aujourd'hui, tu vas acheter une Pink Lady. Mm. Tu vois, je trouve Complètement. ça passionnant. Ouais. Ouais, bah alors pourquoi Squeezie, Noxtag, Lena Situation, Thibaut InShape, etc. dirait pas, tiens, des pommes, on fait des pommes. Puisque ton, C'est voilà. parce que c'est entre guillemets peut-être aussi un petit peu moins facile. Je dis pas non plus que ce soit facile, c'est ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait il a fallu créer ses Mm. communautés, il faut quand même développer ton produit, même si bon, mais c'est quand même plus facile effectivement de répondre à la demande Voilà. plutôt que de réussir à faire manger des pommes. Et, et je fais toujours le parallèle avec ce qu'on a vécu nous. Quand j'ai commencé donc en 2000, donc je faisais mes produits, puis assez rapidement, je suis passé au bio. Tout le monde m'a dit, mais tu es dans les magasins bio? Ah ben non, je n'étais pas dans les magasins bio. On est arrivé dans les magasins bio avec la marque Go Nuts en 2022, 23, pardon, en 2023. Ah, je Tu pensais que c'était t'imagines? avant. Non, D'accord, ok. non, c'est un truc de dingue. Le vrac, tu vois, je pensais que ça avait commencé dans les magasins bio. Alors oui, mais pas avec nous. Ouais, ouais, ok. Mais ce qui est fou, ce qui est dingue, c'est que j'ai ramé peut-être 2 fois plus. Parce que, parce qu'en fait, je suis allé vers une population qui n'était pas une population qui consommait bio, qui n'était pas une population qui consommait sans emballage, d'accord? Ça aurait été 1000 fois plus facile d'aller dans les magasins spécialisés bio et de proposer autre chose. Mais en fait, enfin, si tu veux, Bah, en termes d'engagement, tu te dis, ouais, cool, mais si tu veux changer le monde de la consommation, mais tu prêches une convaincue. Tu sais, moi, voilà. 16 mai, je l'ai créé pour 16 mai, je te disais qu'il y a donc un appartement de soins et de consultation dédié à l'esthétique. Tu as des médecins esthétiques, des chirurgiens esthétiques, des dermatos, etc. Moi, je l'ai créé pour toutes les personnes qui n'osent pas franchir le pas. J'aurais pu, dès le départ, viser une cible d'expertes à la fois de la cosmétique et de la médecine esthétique qui ont l'habitude de faire leurs injections et tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire toutes celles et ceux qui n'osent pas aller vers de la médecine esthétique et qui se privent finalement d'un bien-être, j'ai envie de les aider à ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué en fait de les rassurer, de les accompagner très justement, etc. Mais ça, il y a un sens qui est différent. Après, moi, je suis convaincue qu'à la fin, ça paye
pas dans le sens que ça paye financièrement, mais que c'est ce qui fait que justement qu'on dure en fait quand il y a quelque chose de sincère au départ. Enfin, ça rejoint ce que tu dis, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quand c'est ça qui te drive, je crois que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Après, il faut accepter effectivement de voir à côté des mecs qui ont des discours marketing hyper pushy avec des personnes qui se font entre guillemets avoir par ces discours-là et qui vont pas être bien prises en charge ailleurs, quoi. Ouais. Bon, bah dommage pour eux, mais et tu vas moins vite effectivement de l'autre côté. Mais Oui, bon. Mais je suis plus mais contente de me lever le matin et d'arriver dans ma boîte que ouais, si j'avais un truc qui soit purement du market, quoi. ouais, et puis Après, j'ai pas les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, c'est une beaucoup plus petite société. Toi, tu as des investissements. Enfin, il y a une puissance derrière qui n'est pas du tout la même. Donc, je trouve que c'est un courage qui est beaucoup plus fort, ouais. quoi. Mais le courage, tu sais, Martin Luther King disait que le courage, c'est de gravir la première marche sans voir où va le bout de l'escalier, hein. Mm. Et comme je te disais, quand j'ai commencé à faire des cacahuètes dans ma cuisine, j'étais Mm. très loin d'imaginer ce qu'il y avait. Et d'ailleurs, heureusement, Ouais. parce que j'aurais signé à l'époque pour 10% de ce que j'ai construit aujourd'hui. Ça t'aurait J'aurais... fait peur? Ah, mais attends, et j'aurais renoncé, d'accord, pour 10% de ce que j'ai dû traverser. Et Mm. encore, je suis gentil. Donc, à la fin, tu te dis, l'escalier peut te mener beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Mm. Et si tu le savais, tu dirais, mais tu sais quoi, mais moi, limite, les 4 premières marches me suffiraient, alors qu'en fait, tu vas en gravir 400. Mm. Et heureusement que cet escalier, il est sombre, parce que quand tu vois la difficulté de ces marches à franchir, tu dis, mais j'en suis incapable et j'en serai incapable. Et tu sais quoi, je vais rester sur la première marche parce que je n'arriverai pas à le faire. Donc, cette métaphore, je trouve qu'elle est, Mm, c'est juste. elle est très parlante. Et tu vois, tu me parlais d'équilibre. Tout ce qui ne se voit pas, c'est aussi ce qui me nourrit énormément dans la littérature, dans la philosophie, parce que je trouve que tu vois, les philosophes grecs, par exemple, avaient cette faculté de poser des mots simples sur des choses qu'on expérimente. Alors, quand tu as 17 ans, d'ailleurs, on est en pleine période au moment où on enregistre cet épisode, c'est le jour du C'est le bac bac, philo. ouais. Donc lorsqu'on est étudiant, on n'a pas notion de tout ça. Avec le recul, tu vois, tu te replonges dans des lectures. Et moi, je me nourris beaucoup de ça. Mm. Et ça les amuse beaucoup au bureau parce que un matin, j'arrive avec une citation de Sénèque, un matin, j'arrive avec une citation d'Héraclite, etc. Mais c'est tellement, si tu veux, c'est tellement nourrissant aussi. Ça fait partie. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Oui, alors, oui, tu Pas sais, tu le de. disais, tu es fille d'agriculteur. Mm. Moi, je Petite fille, suis. ouais, mais ouais. Ouais, petite fille d'agriculteur, Ouais. pardon. Mais moi, mes parents étaient transporteurs. On a toujours vécu ici. C'est un peu un air d'ici, finalement, c'est un peu l'illustration du bon sens. Mm. Et, et là où je suis, là où ce qui m'anime aujourd'hui, c'est cette transmission. Cette transmission de dire, tu vois, je le disais au début de cet épisode, toute organisation, toute entreprise est née de la volonté d'une femme ou d'un homme de faire différemment. Moi, je m'astreins à plusieurs choses en termes de management parce que ce qui permet de s'ancrer dans la durée aussi, c'est de s'entourer et de transmettre ses valeurs en permanence. Et Dieu sait que c'est difficile quand tu passes de 3, 10, 15 personnes où tout le monde se connaît à presque 400 sur le terrain où bah, tu as plus de distance, plus d'éloignement et des gens qui te connaissent moins. Pour arriver à faire ça, il faut toujours rappeler cet attachement, cette incarnation. Et moi j'ai plusieurs petits tips comme ça où, je reçois tout le monde. C'est-à-dire que tous les collaborateurs qui viennent dans l'entreprise, qu'ils soient des étudiants en stage de quatrième pour la découverte d'une entreprise, aux alternants, aux opérateurs de ligne, aux merchandisers, enfin bref, tout le monde, aux directeurs financiers, tout ce que tu veux, je m'attache à passer 10 minutes, un quart d'heure avec eux pour leur rappeler ça. Mm. Voilà, pour leur dire, vous voyez, cette entreprise, c'est moi qui l'ai créée. Ce que c'est à la base, en fait. Ouais, Qu'ils ce que comprennent c'est à la base. l'essence. Et le sens de ça, Mm. tous les matins, dans tous les métiers, en fait, tu ne te lèves pas pour faire ton métier. Tu te lèves pour faire ton métier du mieux possible parce qu'il contribue à ta mission. Et ta mission, elle te dépasse. C'est ça qui va C'est quoi ta t'animer. mission, toi? Moi, ma mission, c'est de proposer au plus grand nombre des produits sains,
tu vois, des produits végétaux et des fruits secs en particulier. Et donc, c'est ça ma mission. Et c'est la mission de tout le monde dans cette entreprise. De la comptabilité, d'accord? C'est pas ton rôle, c'est pas de faire des factures, non. Ton rôle, c'est de faire en sorte Que ce soit possible à la fin. voilà, que le plus grand nombre puisse avoir des produits sains et de qualité dans leur magasin. Et pour ça, il faut qu'ils soient bien facturés, évidemment. Il faut qu'ils soient bien conditionnés. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est rappeler en permanence cette mission. Parce que, une fois de plus, c'est la mission qui crée l'engagement. Le process, lui, rassure. Le process que tu as autour de ton métier, qui est de dire il faut que ton micro soit bien réglé si on prend ce podcast, il faut qu'on soit sûr d'être bien enregistré, il faut qu'il n'y ait pas de bruit derrière toi, etc. Il faut que j'ai préparé mes questions. Ça, c'est le process. Ça te rassure. Et ça va te permettre de te concentrer sur l'essentiel qui est ta mission. Et donc, c'est ce que je rappelle tout le temps. Ici, on est hyper normé, on est IFS, tu l'as vu, on a visité l'usine, tu mets une Charlotte, tu mets des équipements de sécurité, tu peux pas te balader où tu veux, etc. Ça, c'est ce qui rassure, c'est ce qui te permet d'être serein, de te dire, OK, mon consommateur, à la fin, il aura un produit de qualité, garanti. Quand je dis qu'il est bio, parce qu'il aura été contrôlé 4 fois, qu'il n'y aura rien d'autre que des cacahuètes ou des chouchous ou des noix de cajou dedans. Voilà, c'est le process qui fait ça. En revanche, tout le reste, c'est la différence, c'est l'engagement de tout ça. Et c'est aussi ce qui fait la particularité d'une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas que la somme des individualités de chacun. C'est une identité. Et c'est cette identité, en tant que moi je suis fondateur et j'ai la chance d'être toujours dans l'opérationnel, c'est cette identité que je veux transmettre, que je veux cultiver, qui fait que un RDC, YouNuts, GoNuts, tout ça, c'est une identité qui nous est propre. Et elle repose sur 3 valeurs essentielles de management. C'est le plaisir. Moi, je suis un jouisseur de la vie. Je ne pourrais pas imaginer me faire violence pour venir travailler un matin. Et je ne pourrais pas tolérer que quelqu'un passe la porte de ton que quelqu'un passe la porte torturé par le fait qu'il se fait violence. Alors évidemment que si demain tout le monde gagne au loto, j'aurais plus grand monde dans l'open space le lendemain, mais la probabilité est relativement faible. Et en tous les cas, il y a vraiment cet engagement et cette bienveillance qui repose sur une liberté de parole. Voilà. Faut que les gens se disent les choses. Quand ça va pas, tu le dis. Voilà. Donc, c'est pas toujours la réponse aussi en tant que chef d'entreprise. Non, mais en revanche, c'est faire la part des choses entre ce qui va pas au bureau, ce qui va pas à l'extérieur. C'est comment tu gères ça. C'est déjà, il faut être très transparent et aligné. Je pense que tu peux pas te mentir. Alors déjà, si tu te mens à toi-même, tu es à peu près certain que le phénomène va être amplifié quand tu mens à 400 personnes devant toi. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à être parfaitement aligné en disant, voilà, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Nous, on a comme ça, systématiquement, quand on lance des produits, on se dit, OK, est-ce que ce produit, il est dans notre ADN? Voilà, on n'ira pas faire une pâte à tartiner chocolatée où tu n'as que 13% de noisettes dedans. Et le reste, c'est du gras et du sucre. Non, c'est pas notre ADN. Et donc, on a des filtres comme ça. Dans le management, c'est pareil. C'est dire rester profondément humain. Et rester profondément humain et bienveillant ne veut pas dire que tu deviens hyper tolérant et que tu n'arrives jamais à te séparer de collaborateurs. Non, ça veut dire que en revanche, au moment inéluctable où tu vois que tu es arrivé à une limite de compétence, à une limite, bref, à un truc où tu te dis que tes chemins doivent se partager, moi, ce qui m'a toujours sauvé là-dedans, c'est de me dire, j'ai fait tout ce que je pouvais jusque-là pour éviter cette situation. D'accord ? Moi, personnellement, j'ai accompagné, j'ai aidé, j'ai donné toutes les chances, j'ai parlé, etc., etc. Tu vois, tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire. OK, je peux pas faire plus. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et j'ai vraiment quand je dois malheureusement me séparer de collaborateurs, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver, je veux qu'on ait tous la certitude d'être allé au bout de ce qu'on pouvait faire pour éviter ces situations-là. Après ça arrive et tu vois, le recrutement, et je fais une petite parenthèse là-dessus pour parler de mes parents, de cette aventure commune. Et quand j'ai dit au début de cet épisode, sans eux, j'en serais pas là,
avec eux, je n'en serais pas là non plus, tout simplement parce qu'on a créé l'entreprise ensemble. Et je peux te dire que quand tu as des parents, moi je suis fils unique, quand tu as des parents qui mettent en hypothèque leur maison pour aller investir dans un projet comme celui-là, pour acheter des meubles, etc., respect, quoi. On n'avait rien à part leur maison. Et donc, tu vois, c'est une super Un belle aventure. soutien, Voilà, un soutien sans faille, ouais. une confiance absolue, etc., etc. Jusqu'au jour où voilà, jusqu'au jour où 15 ans après, 15 ans après, tu vois, tu montes l'entreprise et puis elle commence à devenir avec 30-40 personnes. Et là, tu t'aperçois qu'on a deux philosophies complètement différentes de, des ressources humaines. En fait, 2 générations pour Deux le coup. générations, Ouais. exactement. La génération avec une gestion très patriarcale, où tu te dis, bah, en fait, moi, si je pouvais tout faire tout seul, ça serait mieux. Parce que je ferais mieux que tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas me dédoubler, donc je suis obligé de payer des gens pour faire ce que je pourrais faire moi tout seul mieux. Ouais. Bon, donc ça, c'était leur vision. Et c'est une vision, comme je te dis, très patriarcale. Et puis moi, à l'inverse, je me dis, bah, génial, la société se développe, il me faut embaucher. Parce que effectivement, je ne peux pas faire tout seul, mais surtout, c'est l'occasion de prendre des compétences que je n'ai pas moi. Et donc, chaque recrutement est toujours pour moi l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux talents, un nouvel engagement. Si tu veux, c'est toujours un coup de frais, quoi. Et c'est génial de recruter, c'est génial parce que ce sont des voilà des beaux enjeux. Et puis Puis il y a une satisfaction à créer de l'emploi, c'est une vraie bien création sûr. de valeur. Ah, mais tu as la satisfaction à créer de l'emploi et puis tu as la satisfaction aussi de te dire, moi je crois tellement en l'humain que je suis persuadé que chaque personne amène sa pierre à l'édifice et à chaque fois un vent de fraîcheur, une nouveauté. Voilà. Et elle a autant à apporter à l'entreprise que ce que l'entreprise peut lui apporter. Dans ces 26 années, tu as eu forcément des moments, enfin j'imagine, de doute, de crise. Enfin, comment tu as géré ces moments-là, que ce soit en RH ou autrement, tu vois, mais comment tu les as dépassés? J'ai eu effectivement beaucoup de crises. Une Alors fois de plus, après, je ne te souhaite pas et je ne suis pas en train de chercher Ah, le mais- petit truc Ah négatif non, dans non, tout mais ça. j'ai eu, oh là. Mais bon, on le sait, en Mais fait, c'est jamais... on connaît ces montagnes russes quand même, ouais. forcément. Alors, je passe rapidement sur les relations avec la grande distribution évidemment, évidemment que tu as des négociations qui sont déséquilibrées. Tu t'imagines la puissance qu'on a face à nous. Donc chaque année, c'est toujours complexe, hein. Ces périodes-là sont toujours complexes. Mais ça, je pense que ça fait partie de tous les métiers. Voilà, d'avoir des typicités comme ça commerciales. Après, les aléas commerciaux, évidemment. Ce qui m'a quand même le plus marqué, c'est que en 2020, donc nous, on a construit l'usine ici en 2020. 2020, c'est l'année du Covid. Et notre marché était en pleine croissance et il a été brisé, la croissance a été brisée net par le Covid, où les magasins restaient ouverts, mais les rayons en vrac ont été fermés pendant un temps. Donc, tu t'imagines. Je venais d'investir 16 millions ici. Super bureau. Enfin, vraiment. Un bijou en termes d'outils de prod, quoi. Oui, ouais, voilà. Tu as un outil de prod qui est top et qui est totalement dédié au vrac. Vraie particularité, c'était la première usine en Europe à être totalement dédiée au vrac. Tu as des espaces sociaux et tout tourne autour ici. Tu as vu quand tu es arrivé ce matin, tout tourne autour d'un café, quoi. Tu arrives, tu es dans une cuisine directe avec des gens qui discutent. Bon. Donc, et des fruits secs à disposition. Et des fruits secs à disposition, exactement. Et là, tu rentres dans une période où non seulement donc, ton métier, on t'explique que l'hygiène, le vrac, le Covid, le truc, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il fallait faire ses courses, tu les laissais pendant 2 heures sur le palier parce que tu avais peur d'être contaminé, machin. Alors imagine-toi les produits en vrac. Donc, il se passe ça. Et puis le fait qu'on m'explique que tous les gens, maintenant, ça sera chacun chez soi pour travailler. Et donc, les open space, tout ça, c'est terminé. Donc, je peux te dire que ça a été quand même assez compliqué. Je me suis dit, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix stratégique de ma vie. Ou tu savais que tu sortirais de ça? Douter, non, tu doutes tout le temps. Ouais. En fait, c'est pas le doute, c'est immédiatement, c'est comment tu peux rebondir. Ouais, ça, c'est plan d'action. Voilà, c'est ça, c'est le plan d'action. T'as pas le temps de douter. On a tous été pris dans cette spirale-là et ça a modifié
profondément notre quotidien. Donc tu dis, OK, comment on va faire? Et on s'en est sorti grâce aux femmes et aux hommes qui étaient sur le terrain, qui ont réouvert les rayons de vrac. Mais néanmoins, derrière, on a quand même eu, en suivant la guerre en Ukraine, où tu as eu des arbitrages très forts suite à l'inflation et donc des arbitrages en défaveur du bio, en disant bah, on va plutôt acheter des pâtes en premier prix que des fruits secs bio. Donc, crise du bio. Mais on a été extrêmement résilient, là aussi, grâce à l'engagement de chacun. Et la société a continué à bien se développer. Après, tu as eu une perte de sens, crise de sens. Et Dans ça a laquelle on est toujours un été. peu, non? Ouais, ouais, J'ai l'impression. ah ouais, en ressources humaines, ça a été très complexe. En fait, et ça a été une énorme remise en question pour moi, là, personnellement, du coup, en me disant, tu passes de 1600 mètres carrés, une petite usine de 1600 mètres carrés qui tournait en 3-8 le week-end, enfin bref, une espèce de joyeuse désorganisation. C'est-à-dire qu'on avait, on avait une infrastructure qui n'était pas du tout prête à faire les volumes qu'on a fait aussi rapidement. Et ici, enfin, l'usine de Carpentras était en construction. Et le jour où on prend livraison de cette usine, là, tu te dis tout va aller mieux. Tout va aller mieux parce que ça te semble évident. On est Bah, quand tu on passe construis de. pour ça, en fait, Mais derrière, voilà, tu passes de 1600 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Et en fait, il y a eu j'ai perdu 30% de mes effectifs sur l'année d'après, 2021. Vraie crise de sens en La taille de disant. boîte leur correspondait plus. Alors Enfin, en fait, c'est quoi? c'est que j'avais mal accompagné ce changement. C'était un vrai changement. Mm. Et on était tous grisés. Si je fais toujours ce parallèle en se disant que tu vois, tu es dans une voiture qui roule à 300 km/h. C'est ce qui s'est passé. Nous, on a eu une hyper croissance pendant 5-6 ans, mais complètement folle. Et donc, tu roules à 300 km/h. Et je pense qu'on est tous grisés par la vitesse. Tu t'en fous de savoir où tu vas. Tu t'en fous de savoir dans quelle voiture tu roules. Tu t'en fous de savoir qui Il y en conduit. a à qui ça fait peur, mais généralement, le chef d'entreprise, un petit peu Voilà. moins. Ce qui t'excite, c'est juste de rouler à 300 km/h. Et puis un jour, donc Covid, crise en Ukraine, crise du bio, puis un jour, ça ralentit. Et là, tu commences à avoir des questions. Mm. Ah, attends, on fait ça pourquoi? Mais on va où? Ah ouais, mais en fait, mais non, mais moi, je veux pas aller là. Voilà. Et si tu n'accompagnes pas systématiquement ces changements majeurs, avec beaucoup de transparence, ça peut pas fonctionner. Et tu vois, cette perte de Mais sens. c'est compliqué, la transparence, dans des moments où toi-même, t'es pas clair dans ce que tu Ah dois ouais, faire, tu ouais. vois. Et donc, il m'a fallu, en premier, mettre au clair, moi, en Ouais, disant pourquoi, en fait, pourquoi j'ai fait ça, où est-ce que je veux ouais. aller, quel est notre ADN, quelles sont nos valeurs de management, tu vois, le Mm, plaisir, la mm, rigueur et mm. la performance, qui sont des valeurs de management essentielles. C'est à ce moment-là qu'on les a trouvées. Le sens de dire, nous, ce qu'on veut, c'est proposer des produits sains au plus grand nombre. Euh, Commencer à mettre en place des routines un peu de communication, 2 fois par an. En janvier, on présente le budget, on dit voilà où on va aller, voilà comment on veut Tu y recrées arriver. du lien, en Ouais, fait. Mm. c'est ça. Et surtout, ouais, une direction, du Ouais. sens. Tu sais, c'est pour que chacun, chaque matin, quand il se lève, sache qu'il est contributif à ce sens qu'on a donné et qu'on donne une visibilité sur là où on veut aller et qu'on n'ait plus le sentiment de conduire à vue. Tu sais, Sénèque disait qu'il n'y a jamais de vent favorable à un navire qui n'a pas de direction, hein. Mm. Et effectivement, et je peux te dire que depuis Ouais, j'aime bien. qu'on partage, voilà, qu'on partage cette direction, bah, tu t'exposes à des vents défavorables parfois, mais en revanche, tu sauras saisir les vents favorables. Mm. Alors que si tu n'as pas de direction, bah, tu es une girouette et ton navire il tourne en Mm. rond, mais à la fin tu fais du surplace. Mm. Parce que tu vas aller un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et ça, enfin, l'humain, de toute manière, a peur de l'inconnu. Ouais. Voilà, on est fait comme ça. Et nous, en tant que chef d'entreprise, bah, malheureusement, on est souvent confronté à l'inconnu. Bah Hein, oui. j'en parlais, mais il y a si tu veux, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tu essaies de prévoir sur du temps long un imprévisible sur du temps court. En janvier, quand on a fait le budget, on était loin d'imaginer qu'il y aurait une guerre là, Ouais. tu vois, et que le prix du gasoil allait grimper en flèche Et donc, le et transport voilà, de toutes tes voilà. matières premières et tout. L'Ukraine, Ouais. Ouais. l'Ukraine, pareil. Ouais.
le Covid, n'en parlons pas. Tu vois, et Ça amène aussi une gestion, entre guillemets, en bon père de famille, avec justement exactement. un socle bien solide, Ouais. des réserves de trésor. Enfin, tu as Mm. toujours fonctionné de cette manière-là ou... Ah oui, oui, Ouais. on a aujourd'hui effectivement une. Moi, j'ai pas d'aversion au risque, hein, parce que sinon j'aurais Bah pas fait non, ce que j'ai ouais. fait. Quand il m'a fallu aller investir dans les meubles, comme je te disais, mettre la maison de mes parents en hypothèque pour pouvoir acheter des meubles pour vendre du vrac en magasin, je suis allé emprunter. Le risque, il était maximal. Tu vois, Aristote, il définit le courage comme l'équilibre entre la lâcheté et l'inconscience. Je peux te dire qu'à ce moment-là, le curseur, il était quand même bien, bien poussé vers l'inconscience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, la gestion en bon père de famille, ça veut dire que bah, tu investis et tu empruntes pour du productif. Mm. Voilà, j'investis bah, pour acheter des stocks, pour acheter des machines, pour créer de l'emploi. Voilà. Et, et, ouais, on n'a pas, comme tu le disais, j'ai beaucoup aimé dans la présentation ce que tu disais, on s'est construit loin du Mm. modèle start-up avec les levées de fonds Mm. successives. Ben non, on n'a pas fait ça, mais Et les sujets de notoriété aussi, parce que finalement, tu as construit un groupe hyper solide sans avoir travaillé, en tout cas au départ, la notoriété de ta marque. En plus, le produit en vrac, encore moins facile de la travailler. La notoriété du groupe, la tienne aussi. mhm. Enfin, c'est en train de changer avec Younuts notamment. Ouais, Mais pourquoi d'ailleurs ça change? ouais, c'est très extrêmement intéressant ce que tu lèves parce que c'est complètement d'actualité. Euh, on a, c'est très paradoxal une fois de plus. On vend, Je l'ai noté sur ma petite feuille comme le paradoxe de la notoriété, hein. ouais, Donc, c'est tout ça, à mais l'heure, on parlait de paradoxe de la vie, ouais, mais finalement, il y a c'est ça. exactement Ouais. ça. On vend 25 kilos de produits chaque minute en France et on est quasi inconnu en tant que marque. Alors tu me diras, ça va, tu le soulignais, ça va de pair avec le fait qu'on vend beaucoup de vrac et donc bah, le packaging n'existe pas, donc Mm. c'est difficile, mais ça crée une vraie frustration chez moi. Tu vois, celui de l'attachement à la marque. Bah, ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire cette Exactement, confiance dans la marque. c'est Dans... ça. Ouais. Mm. Et de te dire que bah, les gens sortent des magasins et ils disent, tiens, elles sont bonnes les amandes de chez Leclerc, de chez Mm. Intermarché ou de Mm. chez Système U, mais pas les amandes Younuts. Et ça a été un vrai changement. Je parle de Younuts parce que c'est notre marque aujourd'hui, mais ça ne l'a pas toujours été, on a commencé par s'appeler la Maison des Bistrots quand j'ai commencé, en mon clin d'œil à mon passé dans les bars. Et puis la Maison des Bistrots est devenue Juste Bio. Et puis Juste Bio, en fait, on est arrivé à un moment où on se dit, mais en fait, on n'est pas juste bio, c'est très réducteur. Mm. Si je te dis, tu es juste jolie, c'est assez réducteur parce qu'on dit, mais d'accord, mais en fait, il y a d'autres choses derrière. Mm. Et donc, nous, on pouvait prétendre à autre chose parce qu'on fait tous nos produits sont transformés en France. On a nos filières. Hein, on en a parlé précédemment, mais nous, on maîtrise absolument nos filières avec Ouais. les agriculteurs dans les pays dans lesquels on cultive nos produits bio. Et donc, on avait autre chose à dire. Donc, on s'est dit, OK, on va changer, on va s'appeler Manger Juste. Bon. Et puis, Manger Juste, j'étais pas à l'aise. Alors, dans l'histoire, tu veux, dans l'histoire de la grande consommation, je pense qu'on est une des marques qui aura été la plus Plus fulgurante. changé. Ouais. Parce qu'on aura juste. Manger Juste a duré quelque chose comme 18 mois à peine en Ça a un magasin. impact quand même, ça, parce que du coup, Ah tu ouais. changes de marque, Ah, tu tu changes de changes marque. tous tes packs, C'est tu ça. changes. C'est ça, ta manière de communiquer et Ouais. tout. Mais en fait, tu vois, l'alignement, il est hyper important. Parce que Manger Juste, bah, j'étais pas aligné. J'étais Ouais. vraiment pas à l'aise en me disant. Attends, on n'est pas des moralisateurs, quoi. Euh, on a des produits qui sont bio, qui sont sans emballage, qui sont végétaux. Tu vas pas te rajouter une couche, schlac, tu vois, d'autoflagellation en disant, ah, et en plus, tu vas dire aux gens, mangez juste, hein, faites attention à manger juste. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est associer le plaisir, le goût et la responsabilité. Et donc, j'ai réfléchi. Younuts m'est venu après petite réflexion. Et l'été dernier, j'ai dit, allez, on change de marque, hein. Donc, Révolution. Quand j'ai présenté ça, en fait, comme je suis assez amateur de blagues, tout le monde pensait que je faisais une blague. Quand j'aurais dit on change de marque, on va On change s'appeler Younuts. encore. Encore, ouais. Ouais. Non mais vraiment, on venait à peine de finir quasi le move des packaging en magasin. On dit on change de marque. Et en fait, Younuts a tout changé.
puisque déjà, en plus, il y a des produits. On a été enrichi en produits. Aujourd'hui, on travaille des pâtes à tartiner, on travaille des purées de fruits secs. Donc, on a des produits aromatisés. On travaille beaucoup sur le goût, en plus du reste. Et YouNuts a permis de marquer ça. On est sorti, on n'est pas seulement vrac, on est aussi dans d'autres produits avec beaucoup de gourmandise. Et puis, Tu vas travailler plus ta fidélité, en fait. exactement, Ouais. c'est ça, la signature, l'attachement. Et donc, il y aura des sujets de communication, mais ce podcast, j'en suis sûr, va nous propulser d'un coup à un niveau de C'est notoriété certain. incroyable. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un challenge et j'espère pouvoir dire que j'ai mis 26 ans à Percy du jour au lendemain, quoi. Ouais. Donc, Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve qu'on valorise énormément la notoriété aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'influence, mais la notoriété des marques, en fait, je trouve qu'il y a énormément de marques qui ont une très forte notoriété, qui finalement font pas grand-chose derrière d'un point de vue business. Tu prouves là aussi qu'à l'inverse, on peut créer, construire sans travailler. En tout cas pendant un certain nombre d'années, et puis à un moment donné, basculer, quoi. Mm. Tu as racheté GoNuts. Pour le coup, là, je fais la transition parce que la marque était travaillée, pas incarnée humainement, mais travaillée. Quand un rachat, c'était le premier rachat que tu faisais, hein, je crois. tout à fait. C'est recevoir l'héritage d'un ou deux, là en l'occurrence, autres entrepreneurs. Comment on fait pour, sur une marque comme celle-ci, ou enfin de manière générale, pour à la fois recevoir cet héritage et le respecter, mais quand même le faire évoluer? Comment on l'intègre? Alors, tu l'intègres alors, déjà avec beaucoup de. Il faut que personnellement, tu sois parfaitement aligné avec ton ADN, avec ce que tu veux faire de ton entreprise, donc d'un air d'ici. Ouais. Parce Pour le coup, que, ça me paraît évident quand on voit la voilà. marque. Ouais. Et en fait, moi, en GoNuts, tu t'aperçois, tu sais, c'est comme si tu découvrais le cousin que tu connais pas, mais en fait, qui est cousin, il est de ta Ouais, famille. ouais. Donc, GoNuts nous a permis de passer dans une autre dimension avec, effectivement, j'ai mis 24 ans pour faire ma première opération de croissance externe. Et alors, je salue le travail de Marc et Raïssa qui ont créé la marque, qui ont créé GoNuts, parce que c'est une vraie réussite en termes de marque, en termes de notoriété dans les magasins spécialisés bio. Là, on est sur un autre marché, hein, Tu sais j'ai enregistré avec Marc qui nous a raconté un bien petit peu sûr, l'histoire. Donc évidemment, voilà. évidemment. Et donc ils ont créé une belle marque. Et puis, ils ont aussi eu, je trouve, l'intelligence de voir, tu vois, où est ta limite à un moment. Mm. Et eux, ils ont eu voilà, un parcours avec la création de cette marque. Et puis, à un moment, je pense qu'il a fallu la faire passer dans une autre dimension industrielle, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que Parce qu'avec lui, on a parlé de la vente, qui est pas évidente, mais le rachat, je pense que c'est ouais, aussi mais le autre chose. rachat, Alors, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé avec mes parents dans ma cuisine. Donc, l'histoire Ouais. tu vois, l'histoire d'une petite marque, d'une petite entreprise très familiale, où tu as les deux fondateurs qui travaillent avec 3-4 personnes, c'est quelque chose qui m'est absolument pas étranger. Et je comprends tous les enjeux de tout ça. Donc quand on a racheté GoNuts, j'étais très à l'aise parce qu'on était tout matché parfaitement. Une marque qui a de la notoriété, qui est sur un autre réseau, qui est hyper Des produits sains, complémentaire, enfin, des pareil, produits sains, ouais, de même enfin, vraiment très aligné. l'humain, Ouais. voilà. Donc ça s'est extrêmement bien passé et Mais là aussi, tu as des équipes à intégrer. Et on parlait tout à l'heure de la difficulté d'être face à l'inconnu. Une entreprise qui se vend et donc l'autre côté qui est racheté, c'est une équipe qui ne sait pas potentiellement où elle va. Enfin, tu vois, je trouve que d'un point de vue managérial, potentiellement, ça pouvait aussi être différent, même si les valeurs étaient les mêmes dans la boîte. Enfin, comment toi, tu as vécu cette Ouais, cette intégration-là? en fait, il a fallu rassurer. Une fois de plus, tu vois, tout est Ouais. question De communication, quoi. de communication et raconter. Déjà, ce qui était rassurant pour les équipes, c'était que j'ai pu raconter mon histoire. Tu vois, quand tu Ouais. parles, voilà, quand tu dis, moi, j'ai connu ça, j'ai commencé dans la Oui, cuisine, finalement, etc. Bon, l'équipe n'était pas perdue, voilà. quoi. Et aujourd'hui, on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires de GoNuts. On a recruté à Lyon, enfin à Genasse, et on a développé les produits, etc. Donc, c'est une vraie réussite. Ouais, et c'est une petite marque comme celle-ci t'apporte autre chose. Enfin, typiquement en termes de marque, Mhm. il y avait un travail qui avait été fait que tu étais en train de faire toi. Il y a plus qu'une complémentarité qui se crée. Enfin, les équipes t'apportent des choses. Enfin, vous arrivez à justement avoir une synergie forte ou aujourd'hui c'est assez séparé? Non, non, il y a beaucoup, beaucoup de synergie. On fait le Ouais. même métier, hein.
on fait griller des produits, on maîtrise des filières, on essaie de mettre des process et de l'industrie, mais en gardant le côté familial et artisanal. Donc il y a quand même un ADN qui est commun. Et moi, je suis fan de la marque, je suis fan de Go Nuts, hein. Moi, je consommais avant le produit parce que le beurre de cacahuète, il est quand même assez malheureusement extraordinaire. très très bon. Non, pas malheureusement. Non, malheureusement. ça dépend, mais je trouve que c'est beaucoup. Tu as un ingrédient dedans, tu peux y aller Très gourmand. Oui. le matin avec une Non, il est banane, très, plein de très bon. protéines. Ouais. Donc, c'est toujours mieux que 22 ingrédients pour C'est vrai, avoir non, 25% de protéines. Je te rejoins. Il faut savoir quand même le doser sur ces tartines. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de ce temps long, j'ai l'impression que tu es un gestionnaire, mais en fait, tu es un vrai créatif. Oui, c'est la particularité. Après, du coup, quand tu es... Comment ça se passe, du coup? Non, mais alors, il faut savoir très bien s'entourer. Ça, c'est la clé. Pour calmer le créatif dans le... Ou pour à un moment, tu rentres dans un... Tout à l'heure, je parlais de process. Ben, le créatif rentre dans un process avec un service marketing, avec un service commercial, etc. Donc ça, c'est bien s'entourer. Toujours, tu vois, garder les pieds sur terre, c'est aussi s'astreindre à quelque chose, moi, petit tips, par exemple, c'est que je m'impose de pouvoir tenir un sujet de conversation avec n'importe qui dans l'entreprise. Avec quelqu'un à l'administration des ventes sur est-ce qu'il n'y a pas de lenteur sur les commandes, est-ce que le système ça va mieux, avec un commercial en disant alors le changement de packaging, est-ce que dans le rayon ça se passe bien, sur la ligne de production en disant vous n'avez pas de problème avec les cartons qui collaient mal la semaine dernière, à la comptabilité sur les règlements de fournisseurs qui ont un peu dérivé. C'est le créatif qui a besoin de tout. Ouais, c'est ça. Attention, c'est pas. Et moi, c'est peut-être aussi parce que je suis assez poète dans l'âme, mais je me dis que ça, c'est pas un besoin de tout contrôler, c'est simplement un besoin de prouver à quel point chaque personne est importante dans l'organisation et à quel point j'ai du respect envers le travail qu'ils fournissent pour concourir à cette mission. C'est pour moi... Mais c'est une façon aussi de les engager. Enfin, c'est pour toi et puis pour eux, quoi. Et c'est fondamental. Et puis, tu perds pas comme ça, tu perds pas le fil. Et pour faire ça, on a mis en place... tu vois, tous les lundis, on se réunit. Tous les lundis après-midi, on est tous ensemble. On se réunit. On fait le point sur tous les sujets. Comme ça, je suis au courant de tout. Mais... Et puis, ça me rassure aussi, quelque part. Et après j'ai la chance d'être très bien entouré. Et ça me laisse suffisamment d'espace pour faire ce qui me plaît. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est que j'adore ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Et peut-être que je finirai là-dessus en disant, j'ai toujours pensé, Florence Artaud disait, il faut pas de courage pour faire ce qui nous plaît. Et en fait, je crois que c'est un peu ça la conclusion. C'est pas du courage que j'ai, c'est juste du plaisir. Trop bien. Effectivement, finissons là-dessus. Merci Franck. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à toi Franck de nous avoir partagé ton expérience et ton point de vue sur tous ces sujets que je trouve absolument passionnants. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute à Take Off, ça vous permettra d'être averti des prochaines sorties d'épisodes et puis ça nous permet aussi d'être beaucoup plus visible, donc ça nous aide énormément. Et puis n'hésitez pas à partager cette conversation autour de vous à 1, 2, 3 personnes que ça pourrait intéresser. Ça nous permet aussi de faire découvrir Take Off et je vous en remercie 1000 fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine conversation.